Bon, on va pas se mentir, tout le monde aime se faire peur, chacun à son niveau, certes, mais quand même. On estime que 30% des gens aiment se faire de bonnes peurs, 30% pas vraiment, et le reste au milieu, modérément. Alors que ça soit des films d'horreur, des manèges à sensations, des sports extrêmes, pourquoi aime-t-on ce petit frisson et des expressions ringardes comme soirée frisson ? Dans son livre La souffrance à distance, Luc Boltanski, un sociologue fort sympathique, explique que l'horreur au cinéma permet de se rendre compte de notre extrême fragilité de l'existence qui rend soudain le sentiment d'être encore en vie. D'autres encore pensent à la théorie de la catharsis, que ça défoule quoi en gros. Bon, ok, alors qu'est-ce que je cherche, bordel de... Eh bien mon jeune ami moi, je cherche tout simplement des réponses qui sont ou appuyées par des études sérieuses, ou rien du tout. Dans notre société, il est plutôt bien vu de faire face à la peur raisonnée en se positionnant face aux objets de peur, se surpasser en faisant ça, ou ça, ou ça. C'est un rite de passage pour les adolescents qui viennent titiller leurs hormones entre copains au cinéma en hurlant tout le long de Conjuring 2 à la séance de 21h15 pendant la première demi-heure du film jusqu'à ce qu'enfin un jumpscare mette tout le monde d'accord. Personnellement, j'aime l'idée selon laquelle aller voir un film d'horreur, c'est satisfaire une envie de transgression. C'est violer la norme sociale qui condamne les actes de violence. Néanmoins, et je sais pas trop pourquoi je dis ça, on constate qu'en allant de l'horrible et horripilant cap ou pas cap à gna 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 ça fait trop flipper, il est socialement bien vu de faire face à sa peur comme un mal, un vrai. La peur serait par ailleurs un vecteur de cohésion sociale, comme on peut l'observer chez des personnes ayant vécu des expériences fortes. Mais on ne se fait pas peur uniquement pour impressionner, alors pourquoi qu'on se fait peur pour de vrai ? Sur le plan social, dépasser ses limites et faire face à une peur peut être un encouragement de la confiance en soi. C'est un sentiment d'accomplissement, de confiance, de compétence. D'après certains chercheurs, enfin la majorité en fait, on s'inflige une peur, qu'elle soit face à un écran, dans un manège ou sur une paire de skis, pour apprécier le soulagement qui suit la fin de cet événement. Ce sentiment de soulagement serait tellement grand que les personnes qui sortent d'une salle de film d'horreur ne se souviennent pas tant que ça de la peur qu'elles ont ressentie. Ce sentiment revient quelques temps après, une fois le retour à la normale physiologique. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se sent soulagé ? Et là, je sens que vous êtes en train de comprendre le principe de Zoom. Le but ici, ça va être d'essayer d'aller toujours plus loin dans les explications. Tant qu'on peut se poser la question « pourquoi ?», c'est qu'on n'est pas allé assez loin. Bref, je vous présente l'amygdale. Non. Voilà, des noyaux situés au sein des lobes temporaux, en avant de l'hippocampe. Non, pas du tout. Non. Elle fait partie du système limbique, en charge notamment de la gestion du comportement, de la mémoire et des émotions. Les amygdales sont plus précisément en charge de la reconnaissance de la valence émotionnelle. En clair, elle est en charge de savoir si le stimulus sensoriel reçu doit avoir comme réponse une émotion positive ou négative. Dans notre cas, on s'intéressera au rôle du système d'alerte de l'amygdale pour la peur et la détection de plaisir. Schématiquement, parce que l'amygdale c'est quand même le bordel, notre petite coquine, enfin la partie basolatérale et les noyaux centraux, reçoit les informations sensorielles. Si ces informations sont considérées comme dangereuses, ou qui nécessitent une focalisation de notre attention de façon rapide, l'amygdale va envoyer l'information par une des deux voies possibles, la courte, ou la longue. Ouais, ils sont pas vraiment foulés sur ce coup-là. Mais bon, bref. Le schéma est le suivant. Vous vous baladez tranquillou, pépouze, dans la forêt, et vous croyez voir un serpent. La voie courte va donner une réponse instantanée. Vous flippez et vous faites un bond de 3 mètres en arrière. La voie longue, elle, va envoyer l'information au cortex visuel, puis aux lobes temporaux afin d'en interpréter le sens. Si c'est bien un serpent, l'action de l'amygdale est renforcée et maintient les réponses corporelles. Sinon, l'action est freinée et la réponse s'estompe. Son rôle est donc de donner l'alerte, mais aussi de vous préparer soit à fuir, soit à se défendre. De manière générale, si on vous titille l'amygdale, vous sentirez très rapidement un sentiment de peur et d'anxiété. Bon, en même temps, si c'est ça, on est en train de vous triturer le cerveau. Mais bon, admettons. Prenons l'exemple du film d'horreur, parce que je sors la vidéo pour Halloween, c'est le centre de mes exemples, et en plus, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. Quand Kevin voit la scène du merveilleux film Annabelle, la première réaction est le sursaut. L'information prend la voie courte, l'amygdale s'excite dans tous les sens et Kevin sursaute et relâche ses sphincters. L'amygdale vient alors stimuler via d'autres structures, les surrénales, qui produisent alors de l'adrénaline. L'adrénaline est un neurotransmetteur qui... Non, c'est bon, tout le monde la connaît. Une fois cette scène passée, Kevin est bien content, il s'est fait une frayeur, et il peut maintenant se relâcher. Ouais, non, là c'est lourd quand même. Quelle que soit la frayeur, on finit toujours par se calmer et c'est là que ça devient intéressant. Il existe deux types de peur au cinéma.
Celle qu'on vient de présenter et qui reste la principale dans ce film, le sursaut. Comme on vient de le voir, on passe ici par la voix basse et de manière générale, on l'oublie tout de suite après. Même si la moitié des gens qui regarderont cette vidéo se mettront en position fétale après 3 secondes de cette vidéo par exemple. Mais le type de peur qui reste le plus intéressant et qui est souvent gage de bonne qualité pour un film d'horreur, c'est la peur viscérale. Prenons le cas de ce qu'on appelle un bon film d'horreur à ambiance viscérale, L'Exorciste. Cette fois, Jean-Michel, le papa de Kevin, qui a de meilleurs goûts en film, regarde tranquillement son petit film avec un saladier de popcorn salé et des petits dés de feta, car Jean-Michel est fier d'être tolérant au lactose. Alors ici, pas de jumpscare, mais une ambiance qui s'installe. Pour les plus nauséeux d'entre vous, l'exemple sera ici plutôt soft. Bon, alors, la dame va ouvrir d'un air paniqué à un médecin, il y a des cris et du bruit à l'étage, l'amygdale se met alors en route et un réflexe de recul se met en place via la voix basse. Puis vient l'analyse de ce bruit. Est-ce que quelqu'un s'est fait tomber un machin sur le pied? À mon avis, pas vraiment, c'est quand même un film de possession. Est-ce que le démon Pazuzu est là? Alors là, du coup, oui, c'est plutôt fort possible. Du coup, vous analysez, comme pour le serpent, si vous devez fuir ou vous battre. Alors enfin ici, bon, pas vraiment, puisqu'en regardant le film de votre plein gré, vous acceptez implicitement de vous battre. Votre corps sera alors arrosé d'adrénaline, la peur, l'anxiété vous ronge, et vous vous demandez ce qui se passe dans cette putain de chambre. Et là, tout s'éclaire enfin. L'adrénaline provoque une augmentation du rythme cardiaque et de la force de contraction du cœur, une vasodilatation, une relaxation des muscles, de l'intestin et de la vessie. Et une fois ce moment passé, l'adrénaline ayant une vitesse de dégradation d'environ 2 minutes, tout revient à la normale. Ce qui fait que quand Conjuring 3 sort au cinéma, on y retourne. L'adrénaline provoque une activation de la lipolyse, soit la dégradation des lipides, donc du gras. Mais bon, on se détend. Comme l'explique ce bel article sur marieclaire.fr, les chercheurs ont montré que les participants ont brûlé plus ou moins 160 calories pendant un film. Sauf que, quand on fait le calcul, on dépense en moyenne au repos en gros 65 calories par heure, soit 130 en 2 heures de film. Ça fait donc une dépense supplémentaire de 30 calories. Sachant qu'un M&M's pèse 2,4 grammes et qu'un sachet de 100 grammes d'M&M's contient 500,6 calories, ça nous fait environ 12 calories par M&M's. Vous pouvez donc vous permettre 2 M&M's et demi pendant le film, trop bien! Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos vont arriver et il y en aura même une de bien. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de regarder la version Blu-ray de Cannibal Holocaust et vous aurez le droit à 1,7 chamallow. Allez, bisous!